Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Vendredi 14h, votre nouveau magazine de cinéma, juste avant votre film de la semaine sur icinema.com. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette nouvelle plateforme. Nous allons d'ailleurs consacrer une bonne partie de l'émission aujourd'hui à vous présenter icinema.com. Au sommaire de ce Vendredi 14h tout de suite, l'e-cinéma est-il l'avenir du cinéma? Avec plus de 112 millions d'abonnés à des services de SVOD, la vidéo à la demande par abonnement aux États-Unis, plus de 2 millions en France et un marché qui ne cesse de croître. On se pose la question, alors, est-ce que l'e-cinéma est l'avenir du cinéma ou est-ce qu'il se développe aux dépens des salles? Eh bien, en tout cas, à en croire les chiffres, les deux demandes et les deux offres cohabitent sans difficulté. On verra cela avec nos invités. Parmi les sorties de la semaine, j'ai retenu deux films, les deux coups de cœur. Plongée de Mélanie Laurent, 12 jours de Raymond Depardon, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, ce sera le Magnéto de Stéphane Charby qui, exceptionnellement, est sur notre plateau aujourd'hui. Vous nous parlerez de notre film de la semaine sur icinema.com. Stéphane, c'est Outrage Coda du japonais Takeshi Kitano. Il passe à table avec nous aujourd'hui, donc en plus de Stéphane, Bruno Bard, directeur du Festival de Deauville. Bonjour Bruno. Créateur et directeur du Festival de Beaune, entre autres, et du Festival de Marrakech, directeur général de Public System Cinéma. Vous êtes aussi le directeur artistique d'icinema.com. Merci d'être des nôtres. Nicolas Boukrieff, bonjour. Réalisateur, vous êtes également scénariste, journaliste. Vous avez fondé Starfix. Au cinéma, on vous doit notamment Va mourir, Le Convoyeur, La Confession, mais aussi Made in France. On va le voir, on va en voir un extrait tout à l'heure, une fiction qui mettait en scène des djihadistes à Paris, dont la sortie initiale était prévue le 18 novembre 2015, c'est-à-dire quelques jours après les attentats de Saint-Denis et de Paris. Et le film est finalement sorti en e-cinéma et en VOD. Stéphane Charby est également avec nous. Donc Stéphane, notre monsieur cinéma à nous. Vous êtes l'ambassadeur de la chaîne OCS Géant et c'est vous, Stéphane, qui allez chaque semaine sur icinema.com nous présenter le film de la semaine. Et puis il y a également avec nous Philippe Rouillet. C'est lui le vrai monsieur cinéma. Hein, bonjour et merci. Critique et historien de cinéma, donc monsieur cinéma, enchanté de faire votre connaissance, membre du comité de rédaction de Positif. Vous dirigez également les pages cinéma du magazine Psychologie et vous participez entre autres à l'émission Le Cercle sur Canal+. Et puis, il y a Youno Adamsé avec nous. Bonjour Youno. Merci Audrey, j'ai cru que tu me présenterais jamais. Alors je te le dis comme je le pense et c'est pas pour me placer, et tant pis si je me fâche, mais t'as vraiment un très beau plateau aujourd'hui. T'as vu un peu? Ah oui. Le e-cinéma est-il donc l'avenir du cinéma ou son ennemi? On pose la question à nos invités dans un instant. Mais d'abord, on fait un point sur les enjeux chiffrés de cette question avec Anne Lebouche. Spielberg et Lucas l'avaient prédit. Bientôt, il y aura les gros films qui resteront en salle et tous les autres resteront disponibles en numérique. Aux États-Unis, le marché de la SVOD fête ses 10 ans. En France, il est en constante évolution depuis 3 ans. Wild Bunch fut le premier distributeur à s'y intéresser en présentant un film en ligne et en première exclusivité. L'intérêt pour les professionnels? En finir avec la crainte que le film ne soit pas assez exposé en salle. En 2016, 716 films ont été programmés, 15 nouveautés chaque mercredi. Pourtant, les Français ne se sont déplacés que 3 à 4 fois dans l'année dans des salles principalement concentrées en zone urbaine, remplies à 13% de leur capacité, privilégiant les grosses productions aux dépens des petites. Un constat préoccupant auquel le e-cinéma répond, en désengorgeant les salles de cinéma, en proposant une grande diversité d'œuvres, en autorisant un temps d'exploitation plus long. Un dernier point qui permet de faire barrage au piratage et s'affranchir d'une chronologie des médias contraignante et obsolète. Aujourd'hui, avec 80% des foyers équipés de connexions haut débit, les Français peuvent découvrir des films variés, à moindre coût, quand bon leur semble, et sans souci de proximité grâce à la première salle digitale. Le e-cinéma est-il l'avenir? Alors, e-cinéma, voici presque un nouveau terme. On avait déjà SVOD, VOD, streaming, téléchargement illégal. Stéphane, vous y retrouvez dans toutes ces appellations? Le e-cinéma, oui, parce que dans l'absolu, pour moi, c'est une offre inédite. La VOD, souvent on proposait sur les plateformes ce qu'on appelle du bundle, c'est-à-dire des directs vidéo, des films qui étaient déjà jamais sortis par les salles, mais qu'on vous fourguait avec en général un gros blockbuster. C'était des films de moindre qualité et je vais en parler d'autant plus librement devant Nicolas Boukrieff. C'était même pas des films de série B ou de série Z, c'était juste des films qu'il fallait produire parce que
il fallait renouveler un peu le catalogue. Le e-cinéma, quand on s'y penche, il y a de l'inédit parce que on nomadise notre proposition, surtout à e-cinéma. On va en Norvège, on va en Espagne, on va en Iran, sur des films qui ne franchissent pas les frontières, qui ne trouvent pas de distributeurs. Et moi, je trouve que c'est le propos même du cinéma, c'est-à-dire un voyage, une aventure. Et ça, moi, je suis partant. Bruno? Il y a de la place, Bruno Barre. Aussi, ça tombe bien. Oui, il y a de la place parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a 700 films qui sortent, en France, chaque année, dont 300 films français. Et vous avez 7000 films produits dans le monde. Donc vous avez un marché vivant de 6000. En plus, moi, je fais partie d'une génération où on a découvert les grands cinéastes en salle. Aujourd'hui, on ne les découvre plus en salle. Aujourd'hui, la salle confirme les cinéastes, mais prend assez peu de risques. Nous allons à la fois, à travers le genre et à travers les pays, créer une empreinte de cinéma et fabriquer le patrimoine de demain, c'est-à-dire montrer des films que les gens ne voient pas. Et on pourra discuter longtemps pourquoi les gens ne les voient pas, mais en tout cas, nous, on veut augmenter le plaisir et on baptise la réalité. C'est pas nous qui avons inventé les ordinateurs. Donc le e-cinéma, il n'est pas l'avenir, il est une des formes de l'avenir. Alors pour qu'on comprenne bien, Bruno, c'est vous qui allez choisir les films que nos abonnés pourront découvrir sur e-cinéma.com et vous les choisirez dans ce vivier de films sortis dans l'année, mais qui n'auront pas trouvé de distributeur en France? Pas sortis dans l'année, c'est-à-dire que je vais choisir, de par mon métier de directeur de festival, je sélectionne beaucoup de films, je vois à peu près 1000 films par an. Donc je vais les choisir en fonction de ce même critère qui est le mien depuis tout le temps, qui est le critère de François Truffaut, qui dit qu'un bon film, c'est un film qui a un point de vue sur le monde et un point de vue sur le cinéma. Eh bien, les films qui seront sur la plateforme seront ces films-là. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a de la découverte, mais il y a aussi de l'accompagnement. Kitano n'est pas une découverte. Mais c'est vrai que Paradise, par exemple, le film iranien va être une découverte, que Killing Ground, le film australien, va être une découverte. Vous savez, quand on parle du genre, on oublie de dire que le genre génère toutes les émotions. Le rire, les larmes, la sensualité, la peur, le frisson, la tension. Et finalement, c'est ça le plaisir du cinéma. Donc nous allons aller vers le public. Mais ce sont des films que les téléspectateurs français et les spectateurs français n'auront pas vus dans les salles de cinéma françaises dans l'année. Contrairement à d'autres plateformes, il y a trois choses qui différencient le e-cinéma. D'abord, c'est un rendez-vous qui est pris tous les vendredis à 14h, 52 films par an au minimum. Deuxièmement, ce sont des films totalement inédits, jamais vus. Et troisièmement, il y a une ligne éditoriale, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Mais en tout cas, ce ne sont pas les films que nous trouvons, ce sont les films que nous voulons, que nous cherchons, que nous achetons, et que nous savons pourquoi nous les achetons, et nous les achetons tout droit, pour leur permettre d'avoir une vie, y compris après le e-cinéma, qui peut être l'exploitation en salle, qui peut être la VOD, qui peut être la vidéo. Philippe Rouillet, j'ai précisé au début de cette émission, vous êtes historien du cinéma. Est-ce que ce mouvement d'e-cinéma.com et au-delà de l'e-cinéma en général, c'est dans le sens de l'histoire du cinéma? Oui, c'est dans le sens de l'histoire du cinéma qui a toujours évolué. Bon, moi je rebondis sur le mot que donnait Bruno tout à l'heure, c'est un des avenirs du cinéma, c'est-à-dire que c'est pas le seul avenir. On va continuer à voir des films en salle. Parce que la salle, c'est le lieu naturel, et il y a quelque chose, d'une part, il y a la taille. Alors vous allez me dire que des tas de gens chez eux ont des formidables équipements, où l'image est plus grande qu'eux comme en salle, mais par contre, ce qu'il n'y a pas chez eux, c'est tous les gens autour. Maintenant, une chose est sûre, c'est que la salle ne suffit plus. La salle ne suffit plus pour faire vivre les films et qu'il y a il faut trouver d'autres solutions. Le DVD, le Blu-ray a été une solution qui va, elle aussi, continuer. Et maintenant, il y a le e-cinéma, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire que toutes les expériences montrent, regardez les expériences c'est même pas une expérience, les livres sur liseuse. Les gens continuent à acheter des livres en librairie. Ils font pas le même usage. On n'a pas tué les librairies avec les livres électroniques. On va pas tuer les salles de cinéma avec l'e-cinéma. D'ailleurs, j'ai une info, il paraît que les plus gros consommateurs de cinéma en ligne sont aussi ceux qui fréquentent le plus les salles de cinéma. C'est ce qu'on m'a dit. Nicolas Boukrieff, c'est une façon pour les films d'exister. Vous l'avez concrètement éprouvé, cela? Oui, directement en fait, mais pour des raisons qui sont finalement liées à l'histoire du film et l'histoire tout court, puisque ce film devait sortir, comme vous l'avez dit, le 18 novembre, sur une cellule djihadiste qui passe à l'acte sur Paris, le 13 novembre intervient. Évidemment que tout de suite on se dit qu'il faut retirer le film des salles, parce que c'est pas du tout le moment de la fiction, on est traumatisé comme tout le monde, il faut bien le dire, donc on n'a pas du tout envie de se retrouver à essayer de voir si le mercredi à 14h on fait des entrées, on n'était pas du tout là-dedans. Donc on s'est dit retirons le film, on verra plus tard.
Et là-dessus, tous les exploitants qui nous ont dit mais bien sûr, vous avez raison, on sera là. Et puis 2 mois après, le traumatisme était toujours là. Les exploitants avaient peur, ce que je comprends parfaitement, parce que je veux dire, le Bataclan, c'était une salle de spectacle et que plus personne ne savait ce qui pouvait se passer dès qu'on se mettait à traiter ces sujets. Et donc, quand on se retrouvait, on n'avait plus que 12 salles. Et c'est moi qui, un peu naïvement, ai posé la question de dire mais pourquoi on ne se retirait pas en e-cinéma? Parce que le but, c'était quand même de faire que ce film soit vu par le plus grand nombre. Et 12 salles, c'est rien. On avait déjà une presse énorme à cause de la collusion qu'il pouvait y avoir entre ce film et l'actualité, le côté soi-disant prémonitoire du film, etc. Donc, et il se trouve que la chronologie dont vous avez parlé, qui est très écrasante, pouvait nous empêcher de faire vivre ce film, tout simplement. Heureusement, on avait une avant-première payante, pour dire à quel point c'est un peu absurde. On avait une avant-première payante en septembre qui permettait, on demandait une dérogation au CNC qui ne pouvait pas nous refuser vu le contexte. Donc, on a eu cette dérogation, donc on a pu sortir en e-cinéma et on a fait un carton en e-cinéma. J'en étais ravi. On regarde ensemble la bande-annonce du film Made in France qui donc n'a pas connu de carrière en salle, qui est sorti en e-cinéma et on en reparle avec vous. Je m'appelle Sam El Kansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne. Ils se doutent de rien? Impossible. Mais tu comptes arrêter quand? Tu vas quand même pas partir avec eux? T'inquiète pas, c'est bientôt fini. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Vous savez que maintenant vous êtes complice. Je peux vous garantir qu'en prison, quand les barbus sauront que vous avez trahi, ils vont pas vous rater. Alors vous allez continuer? Ça veut dire que j'ai pas le choix? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à te battre? La vengeance n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment ça, utiliser les autres, ça veut dire quoi, ça? Bien sûr qu'il est complètement parano, j'arrête pas de vous le dire. La nuit dernière, il est rentré, il était couvert de sang. Dis-moi ce qui se passe. Sinon, je lui dis que je t'ai vu fouiller dans ses affaires. Je t'ai jamais senti. Je te fais plus confiance. Si j'installais le programme, vous me laissez tranquille. La situation a changé. Mais je m'en fous, ok. Mais j'arrête, moi. Non, vous avez 2 jours pour trouver qui donne les ordres. Une vague d'attentats va secouer toute la France. Notre action sera la première d'une longue série. Ce sera sur les Champs-Élysées, à une heure de grande affluence. C'est un grand honneur. Je refuse de tuer des innocents. On est en guerre. Et dans toute guerre, il y a des victimes civiles. Parce que tu crois que la volonté d'Allah, c'est de tuer des enfants. Alors Nicolas Boukrieff, donc on le rappelle, ce film, il est tourné bien longtemps avant les attentats du 13 novembre. Sa date de sortie prévue était le 18 novembre. En raison des événements, il ne sortira pas au cinéma. Vous nous disiez, il est sorti en e-cinéma et finalement, on s'en est bien sorti. Et j'ai envie de vous dire, Alain, en tirant un peu l'argument, est-ce que finalement, on ne peut pas montrer sur le e-cinéma des choses qui ne passe pas en salle? Probablement. De toute façon, déjà, en France, on a un vrai problème. Il y a des distributeurs qui ne veulent pas prendre certains films d'horreur parce qu'ils trouvent que ça leur amène un mauvais public. Il y a des tas de films qui ont des problèmes. Quand on voit les problèmes, il y a Sens commun et compagnie qui posent des problèmes. Par exemple, à Gaspard Noé, il y a des films qui sont entraînés moins de 16 ans. Enfin, la sortie en salle en France, elle est un peu compliquée. En plus, déjà, du trop grand nombre de films dont on a parlé, il y a aussi des exploitants qui n'ont pas envie d'avoir un certain type de film, etc. Donc, le cinéma devient une ouverture totale pour ces films-là. À condition, évidemment, parce que tout ce qu'on dit sur le cinéma est très positif, mais il va falloir aussi, et c'est ce qui commence à se faire, c'est que les cinémas produisent aussi des films, parce que la perte qu'il y aura du côté distributeur, à moins d'amener une vraiment grande baisse des budgets, va être dur à compenser. Donc, Alors, la VOD, donc la SVOD, la VOD payante, le e-cinéma, c'est 112 millions d'abonnés aux États-Unis. On est un peu plus de 2 millions en France. Ça fait du monde, mais on imagine que sur le téléchargement illégal, il y a encore plus de monde. Comment, dans l'époque dans laquelle on vit, convaincre un internaute de payer pour quelque chose qu'il peut avoir gratuitement, certes illégalement, et finalement aujourd'hui avec des qualités d'image légèrement dégradées, mais pas tant que ça, au fond, si on doit vraiment comparer les choses, parce que les pirates aussi font des progrès techniquement. C'est la ligne éditoriale qui fera la différence? Bien sûr, c'est la ligne éditoriale qui va faire la différence, et puis aussi c'est la circulation des œuvres, parce que finalement la ligne éditoriale, c'est de montrer des films. En montrant des films, on va donner envie au cinéma, mais on va aussi favoriser l'industrie cinématographique, parce qu'on va soutenir l'existence de cinéastes, et en année 2, nous allons évidemment produire, nous allons coproduire principalement des films français. Et le piratage, on ne peut pas l'éviter en l'état aujourd'hui, mais en diffusant avant. Je pense que Kitano, par exemple, qui a été présenté en clôture de Venise, il est sorti le 20 octobre au Japon.
je pense qu'on va arriver à le programmer le 1er décembre sans piratage. On ne peut pas lutter contre, on ne peut que donner envie et donner le goût de la nouveauté, puisque nos films sont nouveaux, du bonheur, du plaisir partagé. Et effectivement, les gens n'iront pas pirater Paradise parce qu'ils ne savent pas ce que c'est Paradise. Ils vont avoir besoin du magazine, ils vont avoir besoin de le voir et ils vont avoir cet effet qu'on a tous aimé au cinéma. Qu'est-ce qu'on aime au cinéma? On aime être étonné, surpris, déboussolé. Voilà, et c'est ça qu'on va vivre. C'est une expérience, le cinéma. Oui, et puis pour ce qui est du piratage, il y a piratage quand il y a buzz. Quand les gens ne savent pas ce qu'est un film, il y a au moins une première exclusivité où les gens vont avoir envie de voir le film pour savoir s'il vaut le coup d'être piraté, si j'ose dire. En général, il y a un espèce de buzz sur un film qui fait que quand on regarde les chiffres des piratages, il n'y a jamais de film inédit ou de film dont on ne sait pas d'où il sort. C'est des films dont on parle depuis des mois, qui ont un vrai buzz, machin. Et en général, ces films marchent. Enfin, les plus piratés sont ceux qui marchent le mieux. Donc, évidemment. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le piratage n'empêche pas toujours le film de marcher en exploitation. Ça peut arriver. Par exemple, il y a un exemple fameux, c'est Raid 2. Il y avait 200 000 contacts avant que le film sorte. 200 000 contacts. Là, pour le coup, ça a tué le film en salle. Bien sûr. Alors, il y a eu un peu de polémique au Festival de Cannes autour du e-cinéma cette année avec la sélection de 2 films dont la sortie en salle n'était pas prévue, disponibles uniquement par abonnement sur Netflix. Ils ont provoqué ce débat de fond, petit ping-pong entre Pedro Almodóvar et Will Smith. Por otro lado, para mí sería una enorme paradoja que la Palma de Oro de este Festival de Cannes y cualquier otro premio no se pudieran ver en salas. Esto no significa que yo no respete y celebre todas las novedades que las nuevas tecnologías nos proporcionan. No, yo estoy absolutamente a favor de ello. Pero me da la impresión de que mientras siga vivo, defenderé algo que muchos jóvenes ahora mismo no conocen, que es la capacidad de hipnosis que tiene una gran pantalla frente al espectador. I have a 16-year-old and I have an 18-year-old and a 24-year-old at home. Netflix has had absolutely no effect on what they go to the movie theater to watch. They go to the movie theater to be humbled in front of certain images, and there's other films that they prefer to watch at home, and there's really little to no cross. It's not as if they would have gone to the cinema if it wasn't on Netflix. It's 2 completely different forms of entertainment that they go for. And in my house, Netflix has been nothing but an absolute benefit because they get to watch films that they never even would have seen. Netflix brings a great connectivity for them to the world. You know, in my home in general, it's done nothing but broaden my children's cinematic global comprehension. Alors, on a là 2 visions très différentes de la situation. Pour arbitrer, j'ai envie de dire tout cela, il y a eu la décision du festival d'édicter une nouvelle règle pour 2018. Tout film qui souhaitera concourir en compétition à Cannes devra préalablement s'engager à être distribué dans les salles françaises. Nicolas Boucrier, vous comprenez cette décision du festival? Je trouve ça réactionnaire, au fond, si je dois dire la chose. Parce que la question, c'est quoi? Grand écran ou petit écran? Mais déjà, sur le patrimoine, qui a vu L'Inconnu du Nord Express sur grand écran? Je ne sais même pas si je l'ai vu sur grand écran, je crois que oui, une fois. Mais j'ai vu à la télévision. La Planète des Singes, est-ce que j'ai jamais vu La Planète des Singes, l'original, le chef-d'œuvre? Est-ce que je l'ai jamais vu en grand écran? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire que déjà, toute notre cinéphilie, elle a été faite, en tout cas, à passer une génération très ancienne. Claude Jean-Philippe, la première fois que j'ai vu 8,5, qui est un film qui a changé ma vie, je l'ai vu sur le petit écran, une petite télé toute pourrie. Donc, je veux dire, cette notion de grand écran, petit écran, salle passage, je pense qu'il n'y a que des intérêts commerciaux qui sont là-dedans. Je pense qu'Almodóvar, qui est un producteur dans son pays, qui est un producteur à l'ancienne, j'ai envie de dire, je pense qu'il risque de perdre des plumes, de l'argent, je pense, dans le cinéma. Il ne parlerait pas comme ça. Il serait ravi que ces films soient vus sur le grand ou petit écran. Mais il y a cette question de la participation, du financement au cinéma. En France, on a ce système de la TSA, c'est-à-dire cette taxe sur chaque ticket vendu. Là, il va manquer de l'argent pour financer le cinéma. C'est ce que j'ai dit en premier, c'est-à-dire que le e-cinéma est un des avenirs, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, du cinéma. Il y a c'est très bien, c'est très positif. Il faut maintenant que le e-cinéma permette de compenser la perte qu'il y aura naturellement pour les films qui sortiront uniquement comme ça par rapport à la salle. C'est évident, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Le point de vue de Philippe Rouillet. En plus, je veux dire que la polémique à Cannes portait sur Netflix qui hystérise les comportements par son comportement qui est de l'exclu. C'est-à-dire que Netflix empêche
enfin, pour vocation d'empêcher plus ou moins la sortie salle, la sortie DVD, etc. Et il y a un côté très agaçant de se dire que si on ne s'abonne pas à cette plateforme-là, alors qu'on dit que l'e-cinéma est la générosité, que les choses doivent circuler, qu'on peut découvrir un film en e-cinéma et après le voir en salle ou acheter un DVD avec des commentaires audio, que sais-je, des bonus, les autres, eux, ils veulent... Et le problème de Netflix, en plus, c'est que les œuvres sont enterrées. Si on aime le cinéma, sur Netflix... On a du mal à trouver les films. Parce que, ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tous fait notre éducation avec la télévision, surtout les provinciaux, parce qu'il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, à Angoulême, j'avais pas possibilité de voir grand-chose. Et ce qui était fort, c'est que, d'une part, il y avait Claude Jean-Philippe et Brion, et puis, il y avait aussi France 3 ou le service public qui, à 20h30, je veux dire, Monsieur Klein, de Joseph Losey, qui est un film sublime, voilà, à Providence, je les ai vus à 20h30. Je veux dire, et à l'époque, il y avait 3 chaînes, on regardait ça, et on avait des tout petits écrans. Oui, mais j'ai découvert des cinéastes parce que c'était ça qui passait. Et tout d'un coup, je tombais de mon siège tellement c'était formidable. Mais oui, bien sûr. Et il y avait du coup un côté prescripteur. Et du coup, c'est important d'éditorialiser, de proposer des choix, parce que sinon on se retrouve face à 10 000 films disponibles. Ça sert à rien. Qui va aller voir? Tout de suite, ils vont aller voir les blockbusters. Ouais, mais c'est vrai, il faut une expertise. Ce que vous, visiblement, vous comptez faire, ce qui est très bien, d'avoir une expertise qui permet d'orienter les choix. C'est ce qui manque sur le net, de toute façon. Sur le net, ce qui manque, c'est l'expertise. Oui, aussi bien en musique, en tout. Il n'y a pas d'intérêt d'opposer les deux. C'est ça que je trouve injuste. Ouais. Et d'ailleurs, je dirais que tout ce qui se passe autour de la salle du cinéma en France peut très bien reverser sur le e-cinéma, qui, lui, peut effectivement participer au fonds de soutien. Mais je suis très étonné, moi, d'ailleurs, parce que la réaction du Festival de Cannes, c'est la seule. C'est-à-dire que le lendemain où il y a eu cette réaction du Festival de Cannes, le Festival de Toronto, le Festival de New York, le Festival de Venise, tout le monde a dit nous on prendra des films parce que en fait qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Si Okja n'avait pas été en compétition cette année par exemple, ça aurait été un grand dommage. Bong Joon-ho est un des plus grands cinéastes qui n'est jamais allé en compétition à Cannes. Il vient avec ce film méritait la compétition, ce film méritait la salle. Vous avez raison, Netflix aurait dû accepter qu'il sorte en salle, mais je crois pas qu'on puisse fermer comme ça les choses parce que encore une fois c'est un des avenirs aujourd'hui. Enfin je veux dire, moi je me vois pas dire à un enfant bah écoute petit, tu vas attendre 3 ans pour voir un film qui aura été piraté, qui sera passé partout. Ça c'est pas possible. Après bon, si effectivement c'est l'obligation que le film sorte en France en salle, ça a un petit côté symbolique. La France, pays du cinéma, etc. Parce que c'est un peu absurde. C'est-à-dire que si le film ne sort qu'en France et que partout ailleurs il sort, c'est-à-dire un film qui passe à Cannes, si dans le monde entier les gens ne sont obligés de ne le voient que en e-cinéma, mais qu'en France il sort en salle, bon, c'est un petit côté symbolique. En même temps, c'est une utopie, parce que les films qui arrivent à Cannes sont, pour beaucoup, je ne parle pas des films de grands auteurs, mais il y a aussi des tas de révélations à Cannes. Je veux dire, ils n'ont pas de distributeur, c'est justement le Festival de Cannes qui leur permettra d'en trouver, ou pas. Certains n'en trouvent pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'engager comme ça. Bien sûr. Eh bien, ces films-là, des films de qualité, on les retrouvera sur la plateforme d'e-cinéma.com. C'est l'heure des coups de cœur. Les coups de cœur de notre émission parmi les sorties cinéma en salle, justement, cette semaine. Mon cœur fait boum pour 12 jours, le dernier film de Raymond Depardon. 12 jours, c'est le délai légal pendant lequel une personne internée en hôpital psychiatrique doit être présentée à un ou une juge. C'est le moment où un patient ou une patiente peut exprimer son souhait de sortir, de quitter l'hôpital psychiatrique. La plupart du temps, eh bien, ce souhait n'est pas exaucé. Deuxième coup de cœur, Plongée de Mélanie Laurent, adaptation du roman du même nom de Christophe Onodibio. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais avant la fin, il y a la beauté d'une rencontre, le souffle court de 2 existences qui s'enlacent puis qui s'élancent dans la vie à 2. Les bandes annonces. Mais le docteur ne peut pas faire tout. Il y a moi aussi. Certes. Il y a moi, il y a mon ordre aussi. C'est moi qui dois obéir. Je ne suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que c'est pas mon rôle. Hein. Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. C'est moi. Écoute, je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu fais. En fait, je comprends rien à ce que t'as fait là.
Alors, force et grande sensibilité pour 12 jours. Un hôpital psychiatrique, c'est un lieu de privation de liberté. C'est bien ce qu'on ressent dans cette confrontation entre des êtres abîmés, meurtris par une logique qui échappe aux règles du vivre ensemble. Ils sont confrontés à des juges parfois expéditifs. On sent bien qu'ils et elles ont beaucoup de patients et de patientes à voir. Que faire, par exemple, face à quelqu'un qui tient un discours parfaitement cohérent et lucide et qui le termine en vous disant « j'ai décidé de me tuer, j'ai décidé de mourir ». La caméra, délicate de Depardieu, révèle la beauté, la poésie, la fragilité de chacun des êtres qu'elle filme et l'impossibilité intrinsèque de se comprendre. Les petits dérèglements du quotidien qui peuvent finir très mal, eh bien, c'est aussi dans l'incompréhension de César, campé par Gilles Lelouch face à l'intensité de sa femme. Ça, c'est dans Plongée. Sa femme, la mal nommée, entre guillemets, paix en français, incarnée par Maria Valverde, jamais sereine, jamais posée, somptuosité des lieux filmés, subtilité du propos de la réalisatrice et justesse de l'interprétation avec un Gilles Lelouch que j'ai trouvé époustouflant. Bref, courez-y. Ah mais ça, tu n'as pas manqué de m'en parler en loge tout à l'heure, de Gilles Lelouch. Il t'a marqué. C'est vrai, j'avoue, j'ai eu un petit faible sur ce film pour... Limite amoureuse. Non, n'exagérons rien, Huno. On peut rien te dire, toi, en fait. Hein. Est-ce que l'un de vous a vu l'un des films... J'ai vu Depardieu, 12 jours, que je trouvais vraiment extraordinaire. Parce qu'il y a... Depardieu, c'est un regard. Un regard. Donc là, on est face à une réalité. Il a inventé un dispositif de caméra, de 3 caméras pour filmer ses entretiens. Et il y en a 10, il en a filmé 72, il en a sectionné 10. Et surtout, entre chaque rendez-vous, il y a ces plans qu'on voit dans la bande-annonce, qui circulent dans l'hôpital et qui nous permettent, avec la musique d'Alexandre Desplat, et qui nous permettent, nous, de récupérer un petit peu. Parce que à chaque fois, c'est très très fort, ces rencontres émotionnellement. Et nous, on a besoin un peu de reprendre un peu corps et de réfléchir aussi à tout ce qu'on a vu, parce que c'est très, très, très déroutant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissent fous tout de suite, et d'autres qui, pendant tout l'entretien, vont pas paraître fous, mais on apprend que quelqu'un qui insiste, par exemple, pour qu'on le ramène chez sa mère ou chez son père, on découvre qu'il l'a tué, quoi. Oui. C'est ce genre de choses, c'est une approche de la folie et de la justice. Depardieu a filmé, il a fait des films sur la psychiatrie, il a fait des films sur la justice, et le film vraiment est au croisement entre les deux, et à chaque fois il s'interroge sur comment filmer. Et pour nous, spectateurs, c'est vraiment une expérience émotionnelle. Enfin, je comprends que vous le preniez en coup de cœur. Oui, mais c'est parce que c'est de l'humanité, en fait, qui sort de tout ça. Même sur le cinéma, moi, ce que je trouve remarquable dans le film, c'est que chaque plan contient l'intégralité du projet cinématographique. Et ça, c'est extrêmement rare au cinéma, et c'est la marque des grands. Vraiment. Très, très beau film. Stéphane, il nous reste quelques minutes pour que vous nous parliez de votre rôle sur le site d'icinema.com. C'est à vous qu'il reviendra de nous présenter les films de la semaine. Alors c'est compliqué. En fait, c'est la position d'un spectateur privilégié. C'est-à-dire que moi, quand je vais au cinéma, mais je pense comme Philippe ou comme Nicolas quand il était journaliste, j'ai l'espoir de voir le meilleur film que j'ai jamais vu. Et ça, c'est formidable. Alors parfois, il y a une déception, mais le désir reste. Toujours. Et parfois, il y a une rencontre quand le film est fort. Et à ce moment-là, quand le film est fort, ça vous donne envie. Envie non pas de copier, mais de changer les choses. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte comment le cinéma, comme toute forme d'art, ça peut changer notre existence d'un espace qui nous est inconnu. Un espace, le cinéma, le film qu'on va découvrir, on ne sait pas ce que ça va ouvrir en nous. Et c'est ça que j'ai l'ambition de partager. C'est-à-dire de réinterpréter, de réinterroger nos vies, de les fortifier et de leur redonner de l'imaginaire. Un film, c'est un point de vue, en somme. Oui. Elle est pas mal, celle-là, elle est pas dégueu. Un bon film, c'est un point de vue. Je sens que là, sur ce coup-là, Bruno Bard apprécie. Enfin, j'espère. Merci Stéphane. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que quand on voit un bon film, on a gagné 2 heures de vie, finalement, alors que quand on voit un mauvais film, on n'a peut-être pas perdu 2 heures de vie, on a perdu 2 heures de son temps, grosso modo, entre 2 et 4 heures. C'est bien plus que 2 heures de vie, on a réorienté son existence. Et c'est pour ça que je dis, il faut se réinterroger. Un film, je suis sûr que quand on a vu des grands films, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on allait faire après. Est-ce qu'un bon film peut nous rendre meilleurs, finalement ?
Oui, évidemment. Évidemment. Merci, vous avez répondu à la question, mais c'était le but. Le cinéma rend meilleur. C'est un carburant de vie formidable. Voilà. Oui, 12 jours, ça rend meilleur. Je confirme, Ouais, Nicolas absolument. Boukrieff, un grand film, ça vous rend meilleur? Oui, bien sûr, toujours, bien sûr. Ou pire. Merci. Merci. Ou un film diabolique. Merci à tous, merci Yuno. Alors tout de suite, justement, le film de la semaine sur iCinema.com, c'est Outrage Coda de Takeshi Kitano qui ouvre la saison d'iCinema.com et on va vous retrouver, Stéphane, dans un instant, dans votre rôle, donc Monsieur Cinéma. Il va falloir que je trouve autre chose comme... De passeur, on est passeur. Je pense que quand on est journaliste, on est avant tout passeur, soyons modestes. Voilà, passeur de passion. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vendredi 14h sur iCinema.com. Bon film. Honneur, jeu d'échecs et violence criminelle, voilà ce que pourrait être le dessin d'Outrage Coda. Le monde des Yakuza comprenait les syndicats du crime au Japon se modernise comme une multinationale et se laisse gagner par le progrès au détriment des traditions, sauf pour un homme, Otomo. Cet homme d'un monde qui s'éteint est joué par le réalisateur Takeshi Kitano. Outrage Coda s'inscrit dans une thématique commencée avec Violent Cop et Sonatine il y a plus de 20 ans. Kitano continue de nous parler avec ironie et une certaine forme de lassitude de l'état de corruption généralisée du monde. Avec Outrage Coda se clôt une trilogie débutée en 2010 et peu importe que vous ayez manqué les 2 précédents volets, ce film crépusculaire existe indépendamment des autres. Dans cet univers de jeux de massacre et de règlements de compte où les gangsters portent un costard, le principal propos est très symboliquement la fidélité. On pourrait y voir la métaphore du travail de Kitano, un cinéaste qui revient aux mêmes obsessions, la défaite d'une société et un sentiment d'enfermement où la violence hante des morts en sursis. D'ailleurs, la violence dont il est coutumier n'a rien à voir avec celle que le cinéma voyeuriste hollywoodien met en scène. Chez Kitano, elle est rapide, sèche, inattendue et souvent hors champ. Reste la question à laquelle renvoie le titre, Outrage. De quelle offense peut-il s'agir? Est-ce seulement un manque de respect ou la mise en cause d'un honneur? La réponse est peut-être à trouver du côté du personnage, joué par Kitano lui-même. Dans la confusion de ce monde où conspiration, trahison et gunfight sont au rendez-vous, il n'y a bien qu'une seule chose à sauver, c'est peut-être la plus grande qualité d'un homme, sa loyauté.